Et oui, c'est enfin là. On est début décembre et c'est l'heure pour une nouvelle version de Capture One, comme chaque année. On arrive presque en 2022, donc vous l'aurez deviné, suite logique, c'est la version 22 qui s'offre à nous aujourd'hui, dont on va parler dans cette vidéo. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc, toute nouvelle vidéo dédiée à Capture One. Je voulais la faire hier, mais j'ai eu quelques soucis d'enregistrement, et donc on l'a fait aujourd'hui avec un petit peu de retard. On va parler donc de Capture One 22. On va avoir 7 parties dans cette vidéo, parce qu'il y a 7 choses qui, je pense, méritent d'être discutées, ou en tout cas 6. Pour sûr, si jamais vous voulez passer dans la vidéo, vous retrouverez le timecode juste en dessous. On attaque sans plus tarder avec la première nouveauté. Toute première nouveauté, le panorama. Et oui, c'est enfin là, je sais que c'était attendu par pas mal de photographes qui utilisent Capture One. L'outil est vraiment bien fait et vous allez voir, il est super facile à utiliser. Donc si vous faites de la photographie d'archi ou de paysage, je pense que vous allez être ravis avec cette fonctionnalité. D'ailleurs, vous m'excuserez parce que malheureusement, c'est pas forcément mon domaine de prédilection. Donc j'ai 2-3 photos que j'ai profité de faire comme il neigeait hier et qui neige toujours aujourd'hui, juste pour avoir un 2 exemples pour vous montrer comment on pouvait le faire. Ici, j'ai donc 4 photos. On pourrait tout à fait en utiliser plus. C'est des photos qui sont prises verticalement pour créer un panorama horizontal ou carré. Pour créer un panorama, plusieurs choses qui sont importantes à noter, parce que je vais pas juste vous montrer comment ça fonctionne, mais comment l'utiliser réellement. Si on reprend le menu d'outils à gauche, la première chose qui est très importante à faire, c'est venir dans la correction d'objectifs et corriger les possibles problèmes optiques qu'on pourrait avoir. On va passer ici l'affaiblissement de luminosité à 100, de manière à corriger en fait le vignettage que l'objectif pourrait créer, pour éviter d'avoir des transitions qui sont pas très fluides d'une photo à l'autre. Quand on le fait sur une photo, ça change que pour une photo. Donc majuscule, clic sur la petite flèche pour appliquer le réglage sur toutes les photos, et du moment où c'est fait, on va faire clic droit, et on peut retrouver assembler en panorama. Mais on va aller encore une étape un petit peu plus loin avant de vous montrer l'outil panorama. Je vous fais un petit peu poireauter. Sachez que si vous faites des modifications sur votre photo, par exemple, vous allez changer l'exposition, les hautes lumières ou des choses comme ça, enfin différents réglages de base, l'outil panorama va les reprendre. On va ici appliquer un style pour gagner un petit peu de temps. Je vais prendre par exemple le Stockholm 3 et juste redescendre un petit peu les hautes lumières avec l'outil d'édition rapide. Commande T pour enlever le menu. Je fais un clic droit et ici je peux faire assembler en panorama. Dans cette fenêtre, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à noter. Tout d'abord, en haut à gauche, on a le choix entre différentes projections. Quand vous allez cliquer sur une projection, ça va créer un aperçu pour vous de manière à ce que ensuite vous puissiez passer de un à l'autre assez rapidement et voir la différence que ça peut réaliser. La première projection, c'est sphérique. C'est intéressant si vous avez un angle de vue assez large et surtout si vous avez plusieurs rangées de photos. Ensuite, vous avez le cylindrique. C'est intéressant si vous avez une seule rangée, pas plusieurs, mais une seule, et que l'angle de vue est supérieur à plus ou moins 100 degrés. Ça veut dire que si vous avez un angle de vue qui est assez large, vous prenez cylindrique. Ensuite, vous avez perspective, qui lui est intéressant si vous avez un angle de vue qui est moins de 100 degrés, ou alors éventuellement si vous travaillez avec une chambre technique, ou avec une chambre ou un appareil photo technique, peu importe comment vous voulez appeler ça, ou même avec des objectifs tilt shift. Ça sera intéressant de travailler avec perspective. Et le dernier, panini, qui marche peut-être pas forcément bien ici, quoique ça va encore, et surtout intéressant si vous faites de l'architecture, ce qui va permettre de garder les lignes verticales et les lignes qui vont vers le point de fuite intactes. En dessous, on a taille d'assemblage, et ça c'est important de le définir aussi. En fait, Capture One vous permet de générer des panoramas qui peuvent faire jusqu'à 715 mégapixels, donc c'est pas mal grand quand même. Sachez quand même que jusqu'à 600 mégapixels, vous devriez pas avoir de grosses différences de performance, sauf si votre ordinateur est pas forcément costaud, mais normalement jusqu'à 600 mégapixels, vous devriez pas trop avoir de problème à traiter la photo. Par contre, du moment où vous allez dépasser les 600 mégapixels, c'est là où ça va gentiment se ralentir. Notez quand même que si vous voulez la jouer safe et que vous n'avez pas besoin d'avoir non plus un truc complètement éclaté en termes de définition, vous pouvez ici choisir l'échelle. Ça permettra d'assembler le panorama plus vite et d'avoir aussi un traitement un petit peu plus rapide par la suite. Ici, on peut choisir entre 100%, 75%, 50 ou 25% de la définition. À chaque fois, on a derrière le nombre de mégapixels qui est indiqué, donc pour ma part 99, 55, 24 ou 6, en sachant que j'ai shooté ici 4 images avec un Nikon Z7 qui fait 45 mégapixels. Je vais prendre ici le 100, enfin 99, et ensuite je fais assembler. Vous allez avoir la petite fenêtre d'activité qui va s'ouvrir et vous indique plus ou moins le temps qui reste. Et normalement sur macOS, vous avez même, quand ça a fini, une petite notification en haut à droite. Quand ça a fini, eh bien vous vous retrouvez tout simplement avec un fichier qui ressemble à ça,
ou qui sera un petit peu différent en fonction de vos photos. Vous avez donc un DNG, ce qui veut dire que vous gardez toutes les possibilités d'édition d'un fichier brut. Comme je vous le disais aussi, ça a gardé certains des réglages. Si on reprend les outils, on voit ici que, par exemple, le contraste qui avait été ajusté ou le HDR qui avait été ajusté sont eux aussi conservés par rapport aux photos individuelles, et ça c'est plutôt cool. Vous remarquerez aussi que sur le haut et sur les bords des photos, on se retrouve avec des bords noirs, et ça c'est tout simplement de manière à ce que si vous souhaitez étirer la photo, ça veut dire que vous voulez vraiment remplir ce cadre, vous pouvez le faire, vous avez tous les pixels en fait que Capture One a gardé de ces photos, et donc vous pouvez ensuite étendre, soit dans Photoshop, soit même déjà ici avec, par exemple ici, l'outil correcteur ou l'outil de duplication, vous pouvez venir échantillonner et repeindre sur les zones à remplir. Forcément, ça demandera un petit peu de temps et de précision, plus que ce que je fais là, mais sachez quand même que c'est réalisable et que c'est possible direct dans Capture One. Encore une ou deux petites informations par rapport à cet outil Panorama avant de passer au prochain outil qui va intéresser aussi les photographes de paysage et d'archi. Sachez que quand vous shootez des panoramas, c'est important d'avoir un chevauchement des photos de 20 à 40% de manière à s'assurer que les transitions soient vraiment propres entre les différentes photos, parce que sinon vous pourrez éventuellement voir des transitions un petit peu bizarres. C'est vraiment important d'avoir ce chevauchement. Autre chose aussi, c'est préférable selon Capture One de shooter avec une focale qui est 35 mm ou plus et éventuellement de shooter sur un trépied, pas comme je l'ai fait ici en mode barbare à main levée. Le deuxième outil, donc je vous l'ai dit, aussi intéressant pour les photographes de paysage et d'archi, il s'agit de l'outil HDR. Avant de vous montrer comment il fonctionne, vous attendez pas à un truc HDR qui va vous ramener aux années de Flickr et de 500px où vous vous retrouvez avec un HDR absolument dégueulasse. C'est pas ce que ça fait, ça essaie de créer quelque chose de naturel en étendant la plage dynamique, et c'est un peu le principe du HDR dans son nom. C'est pas forcément de créer quelque chose avec des halos et des couleurs dans tous les sens qui sont pire chelous. Bref, je vous montre comment ça marche. Encore une fois ici, je suis pas photographe de paysage, mais j'avais fait une ou deux photos pour tester cet outil et je l'avais fait au coucher du soleil. Alors le fonctionnement est vraiment très simple. Vous avez les 3 photos sélectionnées, vous faites un clic droit et ensuite fusionnez en HDR. Vous allez avoir ici 2 options. La première, c'est de réaliser des ajustements automatiques. On les verra du moment où sera fait l'alignement, du moment où sera fait le HDR, ce sera plus clair. Et l'autre, c'est alignement auto. Ça va tout simplement, en fait, mettre les photos ensemble, essayer de les aligner pour éviter d'avoir des effets bizarres avec des trucs qui apparaissent de nulle part ou des trucs en semi-transparence. Donc si vous n'êtes pas sûr que les photos soient bien alignées, cochez alignement auto, et ajustement auto, faites vos propres tests, je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble. On clique sur fusionner, encore une fois on a la petite fenêtre d'activité qui s'ouvre, qui nous indique plus ou moins le temps qui reste, et là encore une fois ça va être dépendant de la puissance de votre machine, de la taille des photos que vous utilisez. Quand ça a fini, on se retrouve encore une fois avec un DNG. Ici, on a donc un DNG qui est fusionné des autres et on a quelques réglages déjà appliqués. Si j'appuie sur Y pour faire un avant-après, ça c'est sans les réglages automatiques et ça c'est avec. Ces réglages correspondent donc à la case ajustement auto qu'on a laissé cocher. Vous voyez que ça va ajuster par exemple l'exposition, la luminosité, les outils HDR et ça peut éventuellement ajuster 2-3 autres outils. Ça a même touché ici au niveau. C'est vraiment pour Capture One le but d'essayer de créer quelque chose qui est naturel et plaisant en tirant parti des pixels de vos fichiers bruts, mais aussi de ses propres outils. Il va vraiment essayer de créer quelque chose aussi propre que possible pour vous. Bien entendu, ça ne veut pas dire que par après, vous ne pouvez pas aller remodifier ça. Si je trouve que c'est un peu clair, je peux très bien imaginer assombrir un peu. Je peux ensuite travailler avec des calques, je peux faire ce que je veux, parce que ça reste encore une fois un DNG, et donc comme si je travaillais sur les fichiers bruts de base. D'ailleurs, vous voyez même que si je viens dans les couleurs, on retrouve ici dans les caractéristiques de base le profil ICC de mon appareil qui est réglé sur Pro Standard. Les recommandations ici de Capture One pour avoir un HDR optimal, c'est de shooter au moins 3 photos, sauf erreur ça marche avec plus de photos, je sais pas si réellement il y aura un gros gain de shooter plus que 3 photos, mais en tout cas vous pouvez le faire avec 3. Eux préconisent d'utiliser une différence de 2 diaph entre chacune des images, et aussi ils indiquent qu'il est préférable forcément de shooter sur un trépied, ce qui évitera l'alignement automatique et donc la perte potentielle de pixels ou de parties de la photo. Pour ceux qui se posent la question, parce que je sais qu'il y a des malins qui vont s'amuser à dire oui, mais si j'utilise les outils HDR comparé à la fusion HDR, est-ce qu'il y a une réelle différence? Je vous le garantis, parce que j'ai testé, il y a une réelle différence, c'est pas juste un gimmick, il y a vraiment une différence, et elle se joue notamment au niveau du bruit dans les ombres et les détails dans les hautes lumières. Si je prends par exemple ces 2 photos, donc l'exposition plus ou moins normale, sur celle de gauche qui est mon expo de base, je viens et que je rehausse les ombres, quand je commence à zoomer, peut-être que vous ne le verrez pas avec la compression sur YouTube, mais il y a du bruit.
que je retrouve beaucoup moins sur la version HDR. Amusez-vous si ça vous chante, mais sachez que oui, il y a une réelle différence entre ces deux méthodes et que si l'outil HDR de base, donc les curseurs sont très bien pour dépanner, ou si vous faites du reportage ou d'autres types de photos qui vous laissent pas forcément shooter plusieurs images, si vous avez la possibilité d'en shooter 3, forcément que le résultat sera meilleur. On va rester sur cette photo pour la peine parce que l'outil suivant que je vais vous montrer est un outil qui permet en fait tout simplement de redresser automatiquement vos photos. Et c'est pas vraiment un nouvel outil parce que c'est tout simplement l'outil de redressement qu'on a toujours eu, qui se trouve donc ici ou sur la touche R de votre clavier. Vous allez faire un clic droit et cliquer sur la petite baguette magique. Et maintenant ça marche avec tous les appareils, c'est plus limité que aux appareils Phase One, parce qu'avant ça utilisait le gyroscope des appareils Phase One. C'est plus le cas aujourd'hui, ça utilise l'intelligence artificielle. Vous verrez quand même que ça reste un mode automatique et que forcément dans certains cas c'est pas tout à fait parfait. Mais si par exemple vous faites du reportage et que vous avez besoin de travailler rapidement et essayer de redresser vos photos rapidement, ou que vous voulez faire un preview d'un shoot d'archi que vous avez fait pour un client, c'est plutôt pratique. Et ensuite vous pouvez aller peaufiner à la main quand vous devez délivrer les versions finales. Petite astuce par rapport à ça, par défaut le raccourci clavier pour redresser automatiquement est Alt ou Option plus R. Vous n'avez pas besoin donc d'aller sélectionner l'outil, ensuite faire un clic droit et cliquer sur la baguette magique. Alt ou Option R fera le même travail. Je vais être embêté pour vous montrer la fonctionnalité suivante parce que, comme vous le voyez, j'ai un Nikon ZC2 et la nouvelle fonctionnalité suivante, elle est limitée aux appareils Canon et surtout aux derniers appareils Canon. Si vous avez un Canon R3, R5, un DX2 ou un DX3, vous pourrez maintenant shooter connecté, déconnecté. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que vous allez tout simplement pouvoir shooter en ayant l'appareil photo connecté en Wi-Fi, plus besoin d'avoir un câble Tether Tools ou d'une autre marque qui traîne par terre entre votre appareil et l'ordinateur. Il y a aussi d'autres boîtiers de chez Canon qui sont supportés mais en version préliminaire et pas en version complète. Il s'agit du R6, du R, du 5D Mark IV et du 90D. Eux marchent aussi mais pas pleinement, c'est encore vraiment comme je le dis en version préliminaire. Donc s'il y a 2-3 petits bugs ou que certaines choses ne marchent pas, soyez pas surpris. Une chose importante à noter, c'est que c'est pas juste que l'appareil va pouvoir envoyer les photos dans Capture One, vous avez accès à toutes les fonctionnalités que vous auriez accès normalement avec votre boîtier, comme s'il était connecté avec un câble USB. C'est-à-dire que dans l'interface de Capture One, vous ne verrez absolument pas de différence de l'avoir connecté avec un câble ou sans câble. En tout cas, en théorie, après c'est possible forcément que vous ayez un petit peu de latence si vous travaillez sans fil. C'est inhérent à la connexion sans fil au Wi-Fi et ça, faut pas s'attendre à des miracles malheureusement. J'aimerais bien aussi, comme vous, que ça soit aussi rapide qu'avec le câble, mais je pense que c'est pas encore demain que ça va arriver. Pour les utilisateurs de Canon qui vont essayer cet outil ou qui ont peut-être déjà testé la connexion même avec un câble avec Capture One et qui ont rencontré des soucis ou qui vont en rencontrer en le configurant en Wi-Fi, sachez que c'est vraiment important de ne pas avoir Canon et OS Utility qui tournent pendant que vous utilisez votre boîtier avec Capture One. Autrement, vous allez avoir des déconnexions, voire même des connexions qui sont tout simplement impossibles. Donc vraiment désactiver ou fermer complètement Canon et OS Utility, sinon ça va pas marcher comme il faut. Et si vous voulez tous les détails, il y a une page qui est dédiée à la configuration de votre appareil en Wi-Fi avec Capture One sur le site de Capture One. Je vous mettrai tout ça dans la description juste en dessous. Pour ceux qui se poseraient la question de pourquoi est-ce que c'est limité qu'aux appareils Canon, sachez que pour le moment c'est limité à du Canon, mais l'idée de Capture One est forcément de pouvoir étendre à d'autres appareils. Il y a des limitations techniques aussi au niveau du matériel, vraisemblablement en tout cas ce qui se trouve dans le R5 et le R3 semble être vraiment le top en termes de chip pour du Wi-Fi. Est-ce que c'est le cas sur d'autres appareils ou pas? Je ne sais pas, mais on espère que ça arrivera assez rapidement sur d'autres appareils. À quelle vitesse? Je ne sais pas, mais bon, on verra. J'aimerais bien pouvoir le tester sur mon ZC2, ça serait vraiment top sur certains shoots. On arrive gentiment à la fin des réels changements dans les fonctionnalités de Capture One. On est là maintenant plus sur des petits ajouts. On a une chose qui est intéressante à noter, c'est que les catalogues sur Windows devraient maintenant être plus rapides que ce que c'était le cas auparavant, et ça devrait être vraiment notable de ce que j'ai pu comprendre. Je ne sais pas à quel point parce que je travaille sur Mac, mais sachez en tout cas que si vous travaillez avec des catalogues sur Windows, ça ira plus vite. Et pour ceux qui se sentent lésés parce que vous êtes sur macOS ou alors que vous n'utilisez pas des catalogues, sachez que Capture One a aussi fait une petite mise à jour en termes d'utilisation de la mémoire vive.
Ce qui veut dire que maintenant, Capture One, s'il y a de la mémoire vive qui est libre, va en utiliser plus de manière à charger un maximum de choses en mémoire vive, un maximum d'images en mémoire vive, pour vous permettre de travailler plus rapidement et passer d'une photo à l'autre beaucoup plus rapidement. Donc, si vous voulez vraiment tirer profit de Capture One, quand vous l'utilisez, pensez à fermer tout ce que vous avez sur votre ordinateur, laissez pas ouvert Chrome avec 50 onglets qui va vous bouffer toute la RAM de votre ordinateur. Pensez à le fermer, et si vous voulez regarder Netflix en travaillant, regardez sur un iPad à côté de votre ordinateur. Enfin, toute dernière chose, prise en charge de nouveaux appareils. On a maintenant le Nikon Z9, le Canon EOS R3. Forcément, s'il est supporté en Wi-Fi, il est supporté par Capture One, et aussi le Sony A7 IV. Comme ça, les tout derniers appareils qui ont fait beaucoup parler ces derniers mois, et ben vous pouvez aussi les utiliser dans Capture One pleinement. À noter aussi d'ailleurs pour les utilisateurs de Canon, je sais, il n'y en a que pour eux aujourd'hui, mais bon, les utilisateurs de Canon ont maintenant aussi quelques objectifs en plus qui sont pris en charge. Je sais que ça va râler, où sont mes Sigma, où sont mes Tamron, machin et tout. C'est déjà cool, au moins il y a certains objectifs en RF qui sont supportés en plus. Je sais pas s'il y a d'autres objectifs que les Canon, je crois pas qu'il y en avait d'autres rajoutés, mais comme toujours, il y aura forcément d'autres objectifs rajoutés au fur et à mesure avec les mises à jour mineures tout au long de l'année 2022. Je sais que c'est une question qui revient à chaque fois que je fais une vidéo d'annonce des nouveautés d'un logiciel ou un webinaire ou un live. On me demande toujours, oui, mais moi j'ai un bug, machin, c'est connu, et du coup, est-ce qu'il a été résolu? Alors, je ne connais malheureusement pas tout ce qui a été mis à jour sur le bout des doigts, donc je peux pas vous répondre dans les commentaires. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est que dans la description, je vais vous mettre un lien qui vous renverra directement sur le site de Capture One avec la page des Release Notes. Il s'agit d'une page sur le site de support de Capture One qui vous indique absolument tout ce qui a été modifié et comment utiliser les nouvelles fonctionnalités. C'est d'ailleurs ce que j'utilise pour vous faire ces vidéos. Et sachez qu'au bas de la page, il y a toujours une liste de toutes les fonctionnalités qui ont été améliorées, changées, les bugs qui ont été corrigés, même les petites améliorations de performance ou des bugs qui étaient récurrents, des trucs qui parfois semblent débiles pour des gens mais qui sont importants pour d'autres. Il y a vraiment tout ça. Mais je vous fais pas une liste complète dans la vidéo, sinon ce serait trop long et pas très intéressant. Donc, si ça vous intéresse, le lien en description. Un tout dernier lien que je vous mettrai dans la description, c'est forcément le site de Capture One, comme ça vous pourrez aller déjà télécharger la version 22 qui est disponible depuis hier à 13 h. Si vous avez un abonnement, vous pouvez la télécharger gratuitement, enfin gratuitement, elle est comprise dans votre abonnement, et si vous avez une version perpétuelle, eh bien il faudra passer par la case mise à niveau, et le prix dépendra de votre version. Donc je vous laisserai vous rendre sur votre compte sur Capture One pour voir quel prix vous coûtera cette mise à niveau. Avec tout ça, il me semble avoir fait le tour. Je reviens tout bientôt avec d'autres vidéos, et notamment en 2022, on va reparler de Capture One. Pas que pour les mises à jour, mais aussi pour la version iPad. Je sais pas encore quand elle va sortir, mais je me réjouis qu'on puisse en faire une petite découverte tous ensemble quand elle sera dispo. D'ailleurs, j'ai lu il n'y a pas longtemps sur Petapixel, un petit article qui avait l'air de faire mention d'une version pour iOS, donc pour iPhone, pas que pour iPad. Je sais pas si c'était une typo ou pas, j'espère que pas, parce que perso, je kifferais assez pouvoir retoucher mes photos de l'iPhone sur Capture One. Bref, on verra tout ça l'année prochaine. Je vous souhaite de passer une toute belle journée, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Ciao!